Et ravi de vous retrouver. Bonjour à tous. Bienvenue. Mettez-vous d'accord jusqu'à 10h en compagnie de la bande des quatre que je salue tout de suite. François Quelfon. Bonjour François, membre du bureau national du Parti socialiste, ancien député. Jacques Miard également là aujourd'hui. Bonjour Jacques. Bonjour. Maire LR de Maisons-Laffitte. Michel Soudet. Bonjour Michel. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint à Ma Politis. caméra, j'arrive pas à me voir. On va vous régler tout ça, Jacques, vous inquiétez pas. Et puis Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Et bonjour Pascal. Bonjour à tous. Il fait froid un peu ce matin, un petit peu. Ouais. Un petit peu froid. Ouais. Ça va aller mieux, il va se mettre à pleuvoir surtout. Et c'est important pour nos agriculteurs. Alors au menu ce matin, entre autres, plus de 4500 amendements examinés dès aujourd'hui jusqu'au 12 à minuit. 12 mars, le texte de la réforme des retraites arrive à la Haute Assemblée. Le Sénat ira au bout de ce texte, promet le président Larcher. La gauche cherche la bonne tactique. Les LR veulent supprimer les régimes spéciaux. Et Olivier Véran fustige, lui, les manifestants du 7 mars qui, selon le porte-parole du gouvernement, sont d'ores et déjà responsables du dérèglement climatique. Faut-il rendre obligatoire le service national universel? Le gouvernement, nous dit-on, y pense sérieusement. 800 000 jeunes, a priori des classes de seconde, qui partiraient 2 semaines en stage de cohésion républicaine avec uniforme, levée de drapeau et marseillaise. Est-ce le retour masqué finalement du service militaire version Macron? Et puis l'État attaqué pour défaut d'éducation sexuelle, comme le prévoit la loi. Voilà une partie du menu avec nos débatteurs et d'autres sujets également avec vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actu du jour. Eh bien tiens, je commence avec vous. Jacques, vous êtes là. Vous êtes un fan et coup de cœur au Salon de l'Agriculture. Oui, bah écoutez, tout simplement parce que c'est une grande manifestation française et c'est aussi un élément fort de la stratégie d'influence de la France dans le monde à travers ses bons produits, et aussi parce que aujourd'hui nous devons nous pencher sur le renouvellement du nombre d'agriculteurs, sur les conditions économiques qui sont, je dirais, celles des agriculteurs. Nous le savons. Je crois qu'il va falloir revoir également la PAC pour avoir une aide, à mon avis, aux produits et pas simplement une aide personnalisée, parce que c'est un problème de production et il doit y avoir aussi des mesures spécifiques pour que chaque unité agricole puisse avoir, je dirais, une pérennité économique avec un certain nombre de mesures qui ont déjà été proposées. Des comptes, lorsqu'ils sont dans je dirais, le fonds des bénéfices, ils puissent avoir des provisions, et lorsqu'ils sont dans le rouge, ils puissent mobiliser ces provisions, et que la loi permette ce genre de choses. Donc c'est un grand coup de cœur au Salon de l'Agriculture, dans lequel je vais aller me rendre dès que j'aurai quitté votre chère émission. C'est quoi votre circuit? Pavillon quoi? Oh, je n'ai pas de circuit particulier, mais je vais à droite et à gauche. Et puis alors, je le dis très nettement, je ne suis pas végane, et donc je pense que je vais me commander une bonne côte de bœuf. Ah, bon appétit, mais effectivement. Oui. Jacques, alors la France n'est plus une grande nation agricole. On est au 5e rang aujourd'hui. On était 2e, on est passé au 5e rang. Qui veut réagir sur le salon de l'agriculture et tout ce qu'on dit? Parce qu'en fait, on a l'impression quand même que les salons se suivent et se ressemblent, en tous les cas, depuis pas mal d'années, avec des problématiques qui sont à peu près toujours un peu les mêmes. Oui, bon, moi je suis comme Monsieur Miard. Moi je suis toujours allé au salon de l'agriculture. Je saluerai au passage les productions franciliennes, puisque nous sommes sur une radio toulousaine, et notamment le bon fromage qu'on peut faire en Seine-et-Marne avec le. On n'est pas que toulousain. Oui, pas que. Non, pas parce que je suis on a chacun une identité. Et finalement, le salon de l'agriculture rappelle le lien entre la France et son identité paysanne. Simplement, sur la question du modèle, vous l'avez interrogé de manière un peu provocatrice. Jacques Miard nous a parlé dans la côte de bœuf. Il y a quelques années, je me souviens qu'on disait à tous nos agriculteurs, il faut se convertir au bio. Or, le bio, aujourd'hui, il est en chute libre. Donc, et dans le même temps, on leur dit, arrêtez finalement tel intrant agricole, et qui font que la betterave que nous connaissons dans le Nord et en Picardie ne peut plus être produite dans les mêmes conditions. Donc, je dis, à la recherche du modèle agricole un peu impossible, parce que finalement, on leur dit, soyez les plus vertueux, mais il n'y a pas de modèle économique. Et pendant ce temps-là, d'autres font, comme en Chine, par exemple, des immeubles de production de porc au milieu des villes. Et donc, les agriculteurs français sont au milieu d'une injonction contradictoire entre nourrir la planète, je vous rappelle qu'il y a des gens qui ne mangent pas dans le monde, et faire toujours plus de qualité
au détriment de notre compétitivité. Qui veut réagir encore, Pascal, sur le salon, Michel? Je pense que la qualité et la compétitivité ne sont pas forcément antagonistes. Que le bio ait des problèmes en ce moment, c'est une réalité, mais à quoi ça tient? Ça tient au fait que pour acheter du bio, c'est un peu plus cher. Il faudrait des revenus en conséquence, et depuis des années, on est sur une tendance à modérer les salaires pour augmenter cette fameuse compétitivité, attractivité qui ne sert que des dividendes sans que ça soit forcément réinvesti. Et il y a un modèle économique plus général dans lequel les agriculteurs peuvent être pris. Ensuite, le gigantisme, c'est pas la solution. Un des problèmes qui se pose, et un rapport révélé cette semaine. Qu'est-ce qu'on dit aux betteraviers de Picardie, au lieu d'être dans des grands dégagements théoriques? Eux, tout de suite, la betterave sucrière, avec l'interdiction des intrants, la leur n'est plus compétitif, pardon de parler comme ça, mais ils vont mourir guéris, ils vont avoir, ils vont déposer le bilan. Et quand on n'aura plus d'abeilles, qu'est-ce qu'on fera? Parce qu'il y a aussi un problème. Alors, on préfère les abeilles aux agriculteurs. Vous faites peut-être partie de ces gens qui ne veulent plus parler de pesticides, mais de médicaments pour les plantes. Oui. C'est grotesque. Alors moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, puisqu'il y a eu la fin des négociations entre distributeurs et industriels, et au milieu du match, il y a quand même les agriculteurs, et qui dit qu'il va falloir aussi que le consommateur comprennent que manger pas cher, c'est plus possible. Oui, je crois que c'est un message important à faire passer. Alors, je ne me permettrai pas de rentrer très précisément dans le sujet parce que je suis bien moins spécialiste de la question que Michel ou François ou que Jacques Miard, et donc je ne veux pas dire de bêtises, mais ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas, comme le disait François, il y a des injonctions contradictoires, on ne peut pas résoudre un théorème qui est totalement contradictoire. C'est-à-dire qu'à un moment où on veut de la qualité et il faut accepter de la payer, mais pour accepter de la payer, peut-être effectivement, il faut revaloriser les salaires et la condition de certaines catégories de la population. Mais on ne peut pas demander effectivement aux agriculteurs, et là je rejoins François, de faire à la fois de l'intensif et de la qualité et du bas prix. Il y a un moment où effectivement ça semble totalement illogique. Voilà. Moi, je voulais juste tirer le débat vers tout autre chose. Moi, j'ai été très alerté quand même par la façon dont le salon de l'agriculture est dévoyé depuis quelque temps par des gens qui viennent tout simplement c'ivrogner sur place. Alors ça a toujours été, dit François, peut-être, mais là c'est ça devient un phénomène vraiment très important et notamment sur les jeunes qui voilà une façon de s'alcooliser gratuitement, et je trouve ça assez scandaleux que effectivement ce lieu qui doit être un lieu de célébration de l'agriculture française et de la production française devienne un lieu où on vient dévoyer ses produits pour tomber dans l'alcoolisme et la bêtise. Alors c'est pas pour vous, Jacques, que Pascal dit ça, puisque vous partez au salon tout à l'heure. Non, puisque Jacques il va manger une côte de bœuf avant, donc c'est pas... Il prendra bien un coup de rouge avec. Oui, mais attendez, ce que dit Michel est frappé au coin du bon sens. Effectivement, ce sont les excès qu'on trouve aujourd'hui dans notre société, et donc ça, c'est pas acceptable. On est bien d'accord. Et puis il y a des contrôles qu'on peut effectuer, et ça peut entraîner, je dirais aussi, quelques amendes. Mais ce qui est certain, c'est que si je souhaitais parler du salon de l'agriculture, c'est que je crois que il faut qu'on ait une réflexion. Nous sommes très certainement à quelques générations tous des héritiers des agriculteurs. Donc, il faut que ce pays repense certainement le modèle économique de son agriculture dans certains cas, mais qu'il ne tombe pas dans les excès et l'idéologie. C'est une force économique pour nous, pour notre balance commerciale et balance des paiements. C'est lié, bien évidemment, à la PAC sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais ce qui est certain, c'est un coup, je dirais, de cœur à des hommes et des femmes qui ne ménagent pas leur peine pour que nous ayons d'excellents produits. Et il y a la question, si on pourrait faire toute une émission, d'ailleurs, demain matin, Sud Radio, la matinale sera évidemment au Salon de l'Agriculture. Nous aussi, d'ailleurs, nous y serons, ainsi qu'André Berkoff. On pourrait parler du foncier également, la question prioritaire du maintien du foncier dans l'escarcelle des paysans, et c'est toujours une longue bataille. Allez, on y revient dans un instant. On va continuer nos coups de cœur et nos coups de gueule de l'actualité ce matin avec Jacques Miard, François Calfon, Michel Soud et Pascal Bataille. Vous bougez pas, on est sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Pascal Bataille, Michel Soudet, François Calfon, Jacques Miard, débat autour de la cueillette des fraises et des courgettes. C'est intéressant. Mais là, on va s'intéresser à un autre phénomène, à vos coups de cœur et vos coups de gueule. En tous les cas, François, vous vouliez revenir sur... on parlait de ces soirées un peu arrosées, mais la banalisation de la consommation des drogues et des alcools. Il y a deux phénomènes. Une conférence de presse gouvernementale sur le bilan de la lutte anti-drogue. Et on avait comme ça des ministres nous expliquant que les saisies ont explosé, mais les saisies ont explosé parce que la consommation a explosé. Et puis il y avait l'affaire Palmade, bien sûr, on a découvert au-delà de la cocaïne toutes ces drogues, enfin moi j'ai découvert en tout cas, toutes ces drogues de synthèse. Et c'est un phénomène, il y a une explosion de la consommation de cocaïne absolument partout. Il y a toutes les greffes dites les drogues dites illégales de synthèse qui explosent, mais également, bêtement, le petit ballon de protoxyde d'azote que les enfants consomment de manière massive, avec des conséquences neurologiques. Donc c'est un coup de gueule parce que on peut pas mettre un pays entier sous psychotrope. Il y a eu 163 000 amendes l'an dernier, puisque dans le cadre de la dépénalisation de la consommation de hashish, il y a des amendes forfaitaires, 163 000. Et tout ça, je trouve quand même dans une sorte de banalité de la société vis-à-vis de cette consommation. Je trouve qu'il n'y a plus de politique publique de santé vis-à-vis de la consommation de drogue. Et on le voit bien, ceux qui doivent être soignés, comme on dit, il y a ceux qui, les dealers, tout ça, doivent être pénalisés. Les consommateurs doivent être soignés. Comme par hasard, ils tombent dans la misère de l'hôpital et d'une psychiatrie qui est en lambeaux. Et je parle même pas de la pédiatrie psychiatrique qui est elle-même en lambeaux parmi les lambeaux. Donc c'est un coup de gueule sur finalement cette société. Alors bien sûr, il y a l'alcool, parce que c'est des phénomènes cumulatifs. Il y a une jeunesse entière qui et pas que la jeunesse. Et pas que la jeunesse. Ah ouais. Ouais, mais là, il y a une espèce de diffusion très massive et de banalisation qui pose quand même une difficulté. Je voudrais vous poser la question. Hier, on a entendu Éric Dupond-Moretti s'adresser aux consommateurs en disant il n'y a pas quand on consomme, le consommateur doit savoir que derrière il y a un dealer, il y a un trafic, il peut y avoir des règlements de compte, etc. Est-ce que c'est un message qui s'entend ? Moi, je trouve que ça ne s'entend pas parce qu'il y a un continuum maintenant avec Internet entre la consommation de produits dits illégaux ou détournés. Je pense au tramadol, je pense à un certain nombre de molécules qui sont achetées directement sur Internet, et puis ce qu'on appelle les produits dits illégaux. Et en fait, cette continuité est totale. Et je tiens à dire que dans l'image d'Épinal, il y a le point de deal avec le four et bien évidemment la police qui intervient. Mais maintenant, par Snapchat, par WhatsApp, vous pouvez avoir à domicile avec un chauffeur Uber votre consommation de drogue. Donc tout ça est 2.0. Et par contre, il y a une espèce d'approfondissement des pratiques dont on voit bien avec certaines communautés que la pratique du sexe sans protection liée à la consommation intensive de drogue, je renvoie l'affaire Palmade, est aussi un phénomène de santé publique. Jacques, on a perdu le combat sur les drogues ? Non, vous savez, je vais vous dire une chose, il ne faut jamais baisser les bras. Et ce que dit François est malheureusement la réalité. Et ça tient à divers phénomènes. Premièrement, pendant longtemps, on a dit on a absous le consommateur, mais s'il y a des consommateurs, il y a effectivement des trafiquants qui alimentent. Donc c'est une chaîne complète. Et en matière de hashish, il faut jamais oublier que le THC peut monter jusqu'à 44%. C'est donc, il n'y a pas de drogue douce, c'est une drogue extrêmement dure, tout comme la cocaïne et autres. Et donc, c'est une chaîne. Donc, je crois qu'il faut que, bien évidemment, certains vont dire c'est parce que nos concitoyens sont en dépression qu'ils essayent de trouver des substituts, dont acte, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que c'est un fléau. Alors, vous savez, en ce qui concerne l'opium, il faut savoir qu'on tient ça de la guerre de 14-18, où on a ouvert l'opium aux gueules cassées après 18 pour justement les soulager. Mais il n'en demeure pas moins que c'est devenu quelque chose d'assez snominarde chez les intellectuels, les fumeries d'opium, etc. Je crois que maintenant, il faut réagir, il faut mettre en garde nos concitoyens, à savoir que ça a des conséquences dramatiques sur les individus. Quelqu'un qui va prendre du hashish à 44% va tomber dans une addiction et il va avoir des conséquences personnelles. Il va avoir des problèmes de troubles psychiques, il va avoir une atonie sexuelle. Donc tout ça, ça compte. Et donc il faut l'expliquer. Mais il faut l'expliquer avec pédagogie.
il y a un côté répressif, mais il y a un côté mise en garde que nous devons lancer. C'est un tir croisé de plusieurs, on va dire, de plusieurs pratiques, j'imagine, pour lutter contre ça. Et d'ailleurs, quand on lit le témoignage de Pierre Palmade et qui explique qu'il a essayé 5 fois de se sortir de là-dedans et qu'il n'y arrive pas et qu'il voudrait essayer, on comprend bien que ça fait pas, c'est pas en un claquement de doigts. Ce combat, Michel, Pascal, qui c'est qui veut sur les drogues ou la banalisation aujourd'hui d'un phénomène qui presque dépasse plus d'un élu. Ce qui me semble important là-dessus, c'est effectivement ce côté banalisation. Si je reprends l'affaire Palmade, qui m'intéresse à laquelle je m'intéresse assez peu, mais il y a une chose que je remarque, c'est que finalement on est scandalisé à juste titre qu'il ait pris le volant sous l'emprise de stupéfiants, mais pas trop que finalement ils prennent des stupéfiants et que oui. Voilà. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que on considère que c'est son problème. Oui, c'est son problème. Et effectivement, alors certes, il est malade. Bon, moi, j'ai vécu dans un milieu où la cocaïne est monnaie courante, on va dire. Je n'en ai jamais pris. Pourquoi j'en ai jamais pris ? Pas parce que je suis un héros ou je suis plus fort que les autres, mais simplement parce que j'avais la trouille. J'avais la trouille parce qu'on m'a fait avoir peur de ça, parce qu'on m'a expliqué ce que c'était que l'addiction, parce que je sais que je peux être addict à certaines choses. Je l'ai été à la caféine, par exemple, et j'en suis encore un petit peu. Et j'ai toujours eu peur de ça. Je pense que la prévention est quelque chose évidemment fondamental. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais on a lâché l'affaire là-dessus. Ouais, on le fait de moins en moins sur l'alcool, d'ailleurs. Les campagnes de la sécurité routière sur l'alcool au volant me semblent de plus en plus disséminées et de moins en moins efficaces. Et aujourd'hui, sur la drogue, je pense que dès l'enfance, il faut vraiment... Alors, François a raison, le système pédopsychiatrique est en lambeaux. Il y a des problématiques sur les thérapeutiques, sur la façon de prendre en charge des drogués. Il y a certainement des vrais graves problèmes sur la répression, sur l'action contre les systèmes de deal, etc. Mais avant tout, la prévention. Michel. Pas d'avis particulier. Je vois bien, comme tout le monde, que le phénomène s'étend. Je n'ai personnellement aucune expérience avec toutes sortes de tous ces produits-là. Ce que je pense, par contre, c'est que on a beaucoup mis l'accent en montrant des muscles sur la répression, l'interdiction, mais la prévention, ça a été complètement oublié, et les contrôles de qualité ne peuvent pas avoir lieu, puisque même sur les drogues les plus courantes, comme le hashish, on n'est pas dans une logique, on refuse la légalisation qui permettrait, avec un monopole d'État, d'avoir un minimum de contrôle et de faire aussi de la prévention et de la surveillance. Mais si, il y a des pays qui le font. Attendez, Jacques, attendez. Il y a des pays qui le font et ça résout des problèmes de trafic, au moins sur cette partie-là, qui est la plus importante. Il y a des jupes qui deviennent des sacs, comme on dit. Attendez, parce qu'il y avait Jacques aussi et François. Oui, Jacques. je voudrais intervenir sur un point précis, parce qu'on a un problème au niveau européen. Vous savez que du côté d'Amsterdam et du Rotterdam, nos amis néerlandais, à partir du moment où ça rentre, ils contrôlent rien. Et c'est comme ça, ce sont des commerçants, etc. Et quand vous dites que la répression ne fonctionne pas, il n'y a pas de répression pour le consommateur. Enfin, il faut quand même regarder les choses. Quels sont aujourd'hui quelqu'un qui va se retrouver devant le tribunal à la 17e ou 18e fois et qu'il n'a rien, il va rien avoir, si ce n'est qu'on lui demande de suivre une thérapie, etc. Ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas nous dire que la répression fonctionne. Le problème, c'est une chaîne dans les deux cas. Il faut taper sur les gros bonnets, mais il faut aussi, à un moment, dire aux gens qui consomment, ça suffit et vous allez avoir une sanction. François. Oui, moi je pense que Michel Soudet, il reprend un débat avec des lunettes un peu du passé, pardon, avec toute l'amitié que je peux avoir pour lui. Parce qu'en réalité, quand on regarde sur la les chiffres... dépénalisation. Non, mais je vais répondre. Déjà, c'est dépénalisé au sens où la consommation, il y a une contravention maintenant. Vous passez plus au tribunal. Donc on ne peut pas parler de simple répression, parce que c'est pas le cas. Mais surtout, il y a un phénomène qui, à mon avis, qui t'échappe,
c'est que en réalité, la consommation de cannabis est plutôt en régression. Et toutes les drogues dites de synthèse et la cocaïne explosent. Donc si on suit ton raisonnement, il faudrait tout légaliser pour tout vérifier la qualité du produit. Moi, ça me pose quand même une difficulté majeure de dire on va avoir un office national de la production et de la vente de cocaïne. Ça me pose une difficulté. Je vais parler de la cocaïne. Non mais d'accord, mais c'est parce que si tu écoutes bien ce que je te dis, le débat sur la fumette, qui était un débat les tolérants, les intolérants, il est dépassé par les phénomènes de consommation qu'on peut avoir, y compris parce que ce sont les psychotropes légaux. Et donc il n'y a pas d'histoire de légal-illégal. C'est-à-dire finalement les antidépresseurs qui sont les premiers produits toxiques consommés en France. Donc il faut avoir une vision plus large que simplement on va légaliser, ça va tout régler. Mais par exemple, je pose une question. Là, on a eu des témoignages avec le livre qui est sorti la semaine dernière de ce juge des affaires des mineurs à Marseille qui explique qu'en fait, ils sont déjà à 13-14 ans recrutés à la gare Saint-Charles pour surveiller les points de deal. Mais ils vendent pas. Malheureusement, ils ne vendent pas que du shit. Hein. Non, ils vendent de la cocaïne, ils vendent tout. Donc, sous couvert de supprimer le trafic en légalisant le hashish, à ce moment-là, on va avoir droit à la cocaïne et à toutes les drogues de synthèse. Donc, c'est une fausse réponse. Ça aurait pu marcher il y a 20 ans. Et j'aurais pu être d'accord, y compris je me suis posé la question de l'échec des politiques du tout répressif, mais le problème c'est que c'est comme un tsunami qui a débordé cette question de la consommation de hashish en France. Allez, on va revenir dans un instant, on va s'arrêter comme ça on aura le temps de parler avec vous Michel, de votre coup de gueule à Olivier Véran. Donc on va écouter ça avec attention dans un instant et on parlera du dossier des retraites qui arrive au Sénat. On le disait, 2 salles, 2 ambiances après l'hystérie de l'Assemblée nationale. On nous promet un débat apaisé et qui ira au bout. C'est ce que dit le président du Sénat, Gérard Larcher. Tous les textes et on saura exactement qui a voté quoi lors de cet examen au Sénat. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. En compagnie de Jacques Miat, François Calfon, Michel Soudet, Pascal Bataille. Nous poursuivons avec les coups de cœur et les coups de gueule et qui nous amèneront à nos sujets. Michel, avec un coup de gueule ce matin contre Olivier, vis-à-vis d'Olivier Véran. Oui, je ne sais pas si tous les auditeurs ont eu l'occasion... Attendez, de la petite phrase d'entendre Olivier Véran. Alors, on va l'écouter. On l'a, je crois. Allez, on y va. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Oui. Allez, écoutez. Ouais. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. En France, chaque année, les papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus et de plus de 6 000 nouveaux cas de cancer. Voilà, je vais passer à la bataille. Écoute ça avec attention, mais Michel, vous vouliez revenir sur ça, mais comme nous d'ailleurs. Hein. Oui, je pense que... Alors, bon... On pensait avoir tout entendu comme argument anti-grève de la part du gouvernement. Là, on passe mais le mur du son, comme l'écrit le Canard enchaîné, à la vitesse grand V. Olivier Véran, neurologue de profession, je pense que là, il y a quelques fils qui se sont déconnectés et il ferait bien de consulter. Parce que qu'est-ce qu'on a vu là? On a les grévistes sont tenus pour responsables de la sécheresse, du réchauffement climatique, des cancers de l'utérus, alors que le gouvernement, et Olivier Véran le dit lui-même, si on prend la version longue, la vaccination contre le papillomavirus ne commencera qu'en septembre 2023. Ils pensent qu'on va mettre la France à l'arrêt jusqu'en septembre 2023 et au-delà. Enfin, cette séquence est complètement surréaliste. Alors, il nous promet les 7 plaies d'Égypte. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux, parce que est-ce que c'est pas lui qui... Le 26 août, nous annonçait qu'on avait passé le pic de l'inflation. On voit maintenant que l'inflation est à 6,2% encore en février. 15%, hein. Alors, c'est complètement fou de nous prendre pour de tels jambons. Et c'est pas tout à fait la fin de mon histoire, parce que
un compte Twitter d'actu et de micro-logging TWOG a retrouvé une séquence de France 3 Rhône-Alpes où, à une époque où le jeune Olivier Véran provoquait des catastrophes écologiques et sanitaires. Il était interne en neurologie en 10e année et expliquait que qu'il était un des meneurs de la grève, suivi par 80% des 160 internes de Grenoble. Et ce qu'il disait, c'est la dernière solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier avec le ministère se sont révélées totalement efficaces. Et bien là, c'est ce qu'on voit sur la question des retraites. La dernière tentative, c'est effectivement une grève massive qui bloque le pays. Mais alors, la question, parce qu'effectivement, le lien de cause à effet, on a tous du mal à comprendre pourquoi ça sort comme ça. Mais alors, pourquoi il le fait ? Il n'est pas idiot. Parce qu'il a fumé la moquette. Ah. Je pense que tous leurs arguments se sont effondrés. Rappelez-vous. Mais pourquoi il le fait ? Il n'est pas inconscient de savoir que s'il met tout ça dans le même soirée panier... avec Pierre Palmade, il n'est toujours pas redescendu. Mais... Non, mais on voit bien. En fait, on a une archéologie du macronisme. C'est-à-dire que c'est les menteurs pathologiques. Et à l'Oscar du mensonge pathologique, Monsieur Véran, qui a une vision, contradictoire de la réalité. C'est Monsieur Verland, d'une certaine manière. Dès qu'il y a une réalité, il a une réalité parallèle à nous montrer. Souvenez-vous que, ne serait-ce que sur l'affaire des retraites et des fameux 1200 balles pour, je dis ça comme ça, parce que c'est vraiment les soldes, pour les gens qui ont le minimum vieillesse, il nous promettait, Monsieur Véran, parce que vous faites de l'archéologie. Oui. Il nous promettait 2 millions de personnes bénéficiaires des 1200 €. Et ça, c'était pas il y a 10 ans, c'était il y a même pas 3 mois. Et ce menteur pathologique qui a un bracelet électronique à la cheville, après l'histoire des masques, après l'histoire de la vaccination, enfin bref, vous vous souvenez du feuilleton assez pathétique du Covid, et finalement, en cas de récidive, ou alors, j'ai envie de dire, finalement, on lui a inoculé un virus dont il ne cesse d'essayer de se débarrasser, mais son surmoi, finalement, de nous prendre pour des jambons, parce qu'il y a aussi... il provoque volontairement, Jacques. Non, il ne provoque pas. Je crois qu'il se prend les pieds dans le tapis et qu'ils sont à bout de souffle. Le problème, il est là. C'est ce que vient de dire François. Et merci à Michel de nous avoir, je dirais, mis devant l'actualité cette séquence que j'ignorais. Parce que passer son temps à écouter les conneries des ministres du gouvernement, je veux dire, il y a un moment, on sature. Bon, ce qui est certain, c'est que, franchement, là, il s'est pris les pieds dans le tapis. Ça n'a aucun sens. Donc, à mon avis, il devrait prendre la seule décision possible, c'est de démissionner. Parce que quand on a dit cet amas de conneries, on n'a plus de crédibilité et c'est très dangereux. Je pense que ce que dit Jacques est très important, en l'occurrence, parce que il est porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Et au-delà de se demander, à juste titre, ce qui a pu lui prendre, aujourd'hui, où il y a deux solutions. Où Elisabeth Borne et Emmanuel Macron cautionnent mot pour mot ce qui a été dit au nom du gouvernement, où il faut, non pas que Véran démissionne, mais il faut qu'il le vire dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut pas être dans l'ambiguï. Vous imaginez le débat au Sénat ? Il y a du SOP, il va se retrouver au Sénat avec une déclaration comme ça, même si c'est feutré ou quoi que ce soit. Enfin... Je dis clairement, je pose clairement l'alternative, où le gouvernement cautionne et assume ses propos, c'est-à-dire que ce n'est pas Olivier Véran, c'est le gouvernement et au-dessus le président de la République qui disent que ce qu'a dit Olivier Véran, c'est la vérité. Donc la journée du 7 mars est là, comme le disait Michel, c'est la cause des 7 plaies, des 7 mots, des 7 plaies d'Égypte et de la France en même temps, où ce qu'a dit Véran, c'est du délire, ce que nous pensons tous, et il faut qu'il soit viré dans la journée. Il y a un moment où ça suffit de laisser des gens en roue libre comme ça, porter une parole gouvernementale, et c'est pas la première fois que ça arrive, malheureusement, sous ce gouvernement. Après, il n'y a aucun signal qui apparaisse pour l'instant. Mais ça révèle le désarroi du gouvernement pour expliquer sa réforme. Il n'a plus véritablement d'arguments, tout a été démonté, et là-dessus, je ne partage pas l'avis assez général, comme quoi il n'y aurait pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Dans ces débats se sont dit beaucoup de choses ont été montrées, démontrées, et petit à petit, le gouvernement s'est retrouvé tout nu avec sa réforme invendable. Alors on va avancer sur cette réforme, parce que justement, elle arrive aujourd'hui, enfin cet après-midi, donc les sénateurs vont commencer à attaquer la pile des 4500 amendements, et il y a plusieurs choses à voir. Donc déjà, la gauche qui cherche la bonne tactique,
qui veut aller au bout du texte et savoir qui vote quoi. Bonne tactique, François. C'est mieux l'attitude de M. Canet au Sénat que l'attitude de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui quelque part a été le point d'affaiblissement de l'ensemble du front syndical, qui a permis à ce que 90% des salariés soient contre cette réforme, 70% des Français. Les Français, ils sont simples, quand ils votent pour leurs représentants, ils votent pas pour des gens qui transforment l'Assemblée nationale en cirque-pain d'air. Ils veulent qu'ils soient sérieux, y compris dans leur opposition. Et l'opposition de gauche au Sénat a dit, nous, on observera, et ils sont pas majoritaires. C'est une réalité, comme on n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale, mais on prendra tout le mépris du gouvernement, parce que finalement, Véran, c'est du mépris. Eh bien, nous, on fera une opposition sérieuse, argumentée, audible, parce que tu dis, ça a été évoqué, mais on n'a pas entendu tellement c'était caricatural. Donc oui, c'est la bonne tactique, mais il faut marcher sur deux jambes. C'est-à-dire qu'il faut surtout à ce stade, vu le mépris du gouvernement, la mobilisation sociale par la grève du 7 mars et un pays à l'arrêt. Malheureusement, je pense que ce gouvernement, quoi qu'il arrive, avec l'accord assez honteux des LR, il faut bien le dire, passera sur le plan parlementaire sa réforme. L'accord des LR, vient de dire François-Jacques Millard. Est-ce que les LR, finalement, sont les meilleurs alliés? Oui, mais moi, je ne suis pas un clone. Je pense qu'effectivement, cette réforme a été mal fagotée et personnellement, je ne la voterai pas si j'étais député. Je le dis comme je le pense. Il y manque, premièrement, il y a un problème d'agenda. Est-ce que c'était maintenant qu'il fallait la mettre sur les rails? Parce que moi, Jupiter, j'ai dit que c'est comme ça, alors qu'il y a de multiples problèmes. Il y a un problème d'inflation, de pouvoir d'achat des Français, et on leur sert encore, je dirais, quelque chose qui vont directement les atteindre dans leur cursus, je dirais, de vie. Donc, ça, c'est le premier. Il manque, n'en déplaise à Mme Rousseau, des mesures fortes en faveur de la relance de la natalité, parce que c'est un problème majeur. Il nous manque 70 000 enfants. Et cette histoire des 1200 balles, comme le dit François, ils se sont foutus de la gueule, je dirais, du peuple. Parce qu'ils ont annoncé qu'il y en avait des centaines de milliers, voire 2 millions. Et maintenant, c'est tout juste s'il va y en avoir 10 000. Donc, il y a un moment, je dirais, la copie est totalement à reprendre. Et donc, dans ce qui me concerne, moi, je ne suis pas un clone et je dirais, si j'étais député, je le dirais également avec force. Qui veut réagir à ça, sur l'attitude des différents groupes et notamment des LR qui aujourd'hui, même en tous les cas au Sénat, apparaissent plus réunis, plus on va dire plus en phase avec l'évolution du texte, Pascal? Le groupe, les LR à l'Assemblée, comme le disait François, ont eu une attitude effectivement assez incompréhensible, parce que je vois pas en plus en quoi ça les sert vis-à-vis de leurs électeurs. J'ai pas vraiment compris la stratégie. En tout cas, moi, j'ai l'impression que les sénateurs dont on met souvent en cause l'utilité et le rôle montrent là effectivement plutôt la voie à suivre à l'Assemblée nationale, aux députés, avec un débat qui s'annonce, on va voir ce qu'il en est, mais s'annonce plutôt digne et intéressant et portant sur le fond, avec, je crois, 3 ou 4 000 amendements et pas 35 000, mais avec quand même des choses qui vont pouvoir être entendues, parce que c'est vrai, par rapport à ce que disait Michel tout à l'heure, à l'Assemblée, on n'a plus rien entendu, tellement c'était la cacophonie et la chienlit. Ouais, le Sénat ira au bout, et la gauche qui veut savoir qui a voté quoi, le fameux name and shame. Est-ce que c'est une façon finalement de mettre les élus devant leurs responsabilités? Il faut quand même en revenir au point de départ. Le véhicule législatif choisi faisait que de toute façon, à l'Assemblée nationale, c'était quasiment certain que c'était pas possible d'aller au bout des 21 articles. Donc, le gouvernement peut faire ce qu'il veut. L'article 7, c'est une question, est-ce qu'il fallait savoir à la date, juste avant les vacances parlementaires, qui avait voté quoi, à 2 semaines du nouveau rendez-vous de grève? Est-ce que ça ne risquait pas, une fois que l'article était adopté, de démobiliser des parlementaires? L'ont pensé, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu y aller. Ça se défend complètement. Maintenant, au Sénat, la gauche ne veut pas non plus, donc ils les rejoignent quelque part, que cet article 7 soit voté avant mardi. Voilà. On ne peut pas avoir... il y a jusqu'au 12. Ils veulent utiliser le succès du 7
pour essayer d'arracher un vote le plus possible négatif. Si ça avait été que ça, avec des parlementaires sérieux et dignes. Il a été résumé là-dessus. D'accord, mais je rajoute une dimension supplémentaire à notre discussion. C'est la transformation de l'Assemblée nationale en Assemblée générale, avec des mises en cause personnelles, assassins, etc. Une surenchère gauchiste, il faut bien le dire, qui n'est pas en phase avec le pays. Et donc, ce qu'il faut, c'est prendre sérieusement les oppositions des Français. Jacques Mire, y compris sur la question de l'opportunité. Est-ce qu'on parle de sacrifice supplémentaire au moment où il y a 15% d'inflation, au moment où il y a une guerre en Ukraine? Il y a une forme de principe jupitérien qui, moi, je trouve que même ce matin, c'est assez intéressant de trouver, finalement, sur le fond, j'entends l'opposition de Jacques Mire, de Michel Soudet, de François Calfon. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut conserver et non pas confisquer par la gauche de la gauche une mobilisation qui concerne tous les Français. C'est ça mon souci. Et je pense que finalement, il y a deux agendas. Je parlais très clairement. Il y a un agenda qui est celui des forces syndicales unies, que ce soit Laurent Berger ou la CGT ensemble et l'ensemble des forces syndicales. Et malheureusement, à gauche, un agenda qui est celui de Jean-Luc Mélenchon, qui finalement joue tout ça perdant d'une certaine manière, qui est dans un tête-à-tête avec le pouvoir pour confisquer la gauche sur une vision extrêmement radicale, ce qui tuera la mobilisation contre les retraites et qui est un boulevard pour le Rassemblement national. Voilà. Allez, on va continuer. Jacques, on est obligé de faire une pause. Attendez, Jacques, je suis obligé de faire une petite pause. Vous bougez pas, je vous donne la parole juste après. Allez, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et je peux vous dire en coulisses qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur tout. Jacques Mire, François Calfon, Michel Soudet, Pascal Bataille, on parlait du débat des retraites. Alors Jacques, vous vouliez réagir à ce que vient de dire François. Je voudrais juste dire une chose. Dans ce projet de retraite, n'est-ce pas, de modification de la retraite, il y a suffisamment, je dirais, de problèmes qui ne sont pas résolus par ce projet. Donc il est inutile d'avoir, je dirais, des invectives à la NUPES, parce que Mélenchon, en réalité, ce qu'il veut, c'est foutre le bordel, point barre. Ce qui est clair, c'est qu'il y a suffisamment d'arguments rationnels pour ne pas accepter, et indépendamment. Et donc c'est une crise d'autorité de Macron-Jupiter qui dit « moi je la veux, point barre ». Et bon, je peux vous dire que les Français, ils ne sont pas sous cette ligne. Hein. Alors, et Michel termine, puisqu'on va passer après au on voit aussi dans les deals qui se préparent au Sénat que les sénateurs, les républicains, veulent accélérer la fin des régimes spéciaux. Pourquoi des régimes qui donnent un peu plus d'avantages à des gens seraient supprimés? Au nom de quoi? Alors que c'est l'article 1, la suppression des régimes spéciaux, et alors que eux ne veulent absolument pas toucher au régime spécial du Sénat. Donc les sacrifices, c'est pour les uns et pas pour eux. L'insolent. Oui, mais ce que je ne comprends pas dans la cohérence de Michel Soudet, c'est qu'il est contre la suppression des régimes spéciaux pour tout le monde, mais il veut supprimer celui des sénateurs. J'ai pas dit. C'est un corps social comme un autre, Michel Soudet. Avec une pénibilité un peu plus confortable. Avec une pénibilité du travail. Jacques Mire, pourquoi vous faites un gros sur ce que vient de dire Michel sur les régimes spéciaux des sénateurs? Je dirais, c'est la réponse du berger à la bergère. Ouais. Mais oui. Voilà. Donc, Michel, de ce côté-là, a le sens de la répartie. Vous savez, non, mais il y a quand même un problème. Aujourd'hui, il est de bon ton, je dirais, de flinguer, de dézinguer ou de flinguer, je dirais, les députés ou les sénateurs. Attention. Et plus largement les élus. Il nous faut également... Vous savez, moi, le nombre d'amis députés qui étaient devenus députés parce qu'ils avaient travaillé dans des grandes entreprises, ils ont eu des rémunérations divisées par 2 ou 3. Donc, il faut faire quand même très attention. Être député ou être sénateur, je suis désolé, c'est une tâche importante. Et il ne s'agit pas non plus aujourd'hui de dire vous gagnez trop. C'est le symbole, Jacques, c'est de dire, Bien sûr, à tout le monde. Le symbole, avec je suis d'accord que c'est le symbole. Il a raison. Il faut aller parfois au-delà et comprendre la réalité du système. Mais juste une petite Attendez, de toute façon, des régimes spéciaux, il y en aura toujours avec les militaires, avec les policiers, etc. Je pense qu'effectivement, il y en a certains qui doivent être modifiés, mais il n'en demeure pas moins que des régimes spéciaux, vous en aurez toujours,
parce qu'il y a un certain nombre de catégories socio-professionnelles, vous prenez les comptes, vous n'allez pas les faire travailler jusqu'à 70 ans. Allez, puisqu'il ne nous reste que 6 petites minutes pour terminer sur donc l'information d'aujourd'hui, et vous en êtes un petit peu à l'origine aussi, Michel, c'est le service national universel, donc qui revient sur la table, où on nous apprend donc l'idée du gouvernement de Pape Ndiaye et donc d'Emmanuel Macron, même s'il n'aurait pas tranché, c'est de le rendre obligatoire. Donc je rappelle, une classe d'âge, bientôt 800 000 jeunes qui partiraient faire un service, une stage de cohésion avec lever du drapeau, l'uniforme. De 12 jours. Avec 2 semaines. Des journées de 6h30 à 22h30. Plus un encadrement à la fois militaire, très orienté quand même militaire, des gens détachés de l'éducation nationale et des animateurs par cohorte de 150 dans des centres de vacances qui ne seraient pas occupés pendant ces périodes-là. C'est une colo. Non, je rigole. Tout à fait. Non, mais alors, après, peut-être les modalités, sans doute que Michel Soudet, parce qu'il y a toujours la partie budgétaire qui fait qu'on met des rustines pour essayer de construire Alors, ça coûterait 1,5 milliard. Voilà, 2 milliards. 2 milliards, voilà. Alors, moi, je vais vous dire une chose, quitte à vous surprendre, je pense que un exercice de cohésion d'une génération entière, de brassage social, parce qu'on maintenant on fait tout reposer sur les pauvres épaules de l'école, la lutte anti-drogue, le comportement social, l'éducation. Je pense que ce moment de brassage social, même s'il coûte très cher, que les armées n'en veulent plus, c'est un moment très important. Et on peut considérer que lever le drapeau, c'est réactionnaire. Moi, je suis désolé, avoir un minimum de valeurs communes, je trouve que c'est important. Quant à la dimension défense nationale, à la dimension sécurité publique, qui fait rire les uns les autres, parce qu'on voit bien sortir de ce corps l'antimilitariste à la Cabu, d'ailleurs je salue sa mémoire. Je trouve que c'est une erreur, parce que regardez ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'à un moment donné, l'esprit de défense, qui est aussi l'esprit de Valmy et des révolutionnaires en France, il ne doit pas être partagé? Moi, je crains vraiment, dans le durcissement, qui aurait imaginé qu'il y ait une guerre en Europe, au cœur de l'Europe, imaginez qu'il y ait une guerre contre la France. Je crains que chacun prenne son avion, parte, en disant c'est pas mon affaire. On ne sait pas. On ne sait pas, mais d'accord, mais en Ukraine, il n'y a pas de service militaire. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et à un moment donné, l'esprit de défense doit être préparé. Je voudrais que, parce que tout le monde parle. Pascal et ensuite... Oui, c'était même le coup de cœur que j'avais choisi pour aujourd'hui, ce service national universel SNU. Non pas que le dispositif en lui-même, dont vous oubliez quand même une bonne partie, parce qu'il se déroulerait en 3 phases. Il y aurait aussi une phase où les jeunes devraient travailler, donner 84 heures de leur temps. C'est terrible, 84 heures. Ils le font déjà. De façon bénévole, pour l'instant. Ceux qui veulent donner 84 heures de leur temps à une mission d'intérêt public, et ensuite potentiellement s'engager pendant 1 an dans des associations, etc. Le dispositif, il peut être contesté évidemment si on rentre dans le détail de telle ou telle forme d'application des modalités, mais je suis à 1000% d'accord avec François. On a un problème dans ce pays terrible d'intégration, de fusion, de mélange des communautés depuis que le service national a été supprimé. C'était le lieu où effectivement se rencontraient des gens qui autrement ne se rencontrent jamais dans notre société, et c'était aussi un lieu où on apprenait un petit peu un certain nombre de règles, de normes, quitte à ce que ça serve à se rebeller ensuite. Mais aujourd'hui, il y a absolument nécessité dans notre pays à recréer du collectif, à recréer un esprit de nation. Parce que vous croyez qu'on va réussir à brasser les populations dans ces stages-là? Mais j'espère bien que l'école on a déjà du mal à le faire. Ah bah oui, l'école le fait plus, et tout le monde essaye de contourner les cartes scolaires pour mettre leurs enfants. Jacques? Oui, moi je suis tout à fait d'accord pour dire qu'attention, c'est peut-être imparfait, c'est peut-être pas suffisant, mais on a une nécessité de retrouver une cohésion nationale et un sens collectif. J'avais pensé que effectivement le Covid qui nous frappait tous était, je dirais, cet élément pour retrouver un sens collectif. Et ce sens collectif est absolument nécessaire dans une société. Bien sûr, mais pourquoi le prendre sur l'école? Pourquoi ces 2 semaines? Non, mais il n'y a pas que l'école. Oui, mais c'est quand même comme ça que c'est programmé. Le service national n'a pas été supprimé, il a été suspendu. Il y a une petite différence. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'on est à nouveau face à notre destin, face à notre responsabilité individuelle et collective, et qu'en l'occurrence,
on ne peut pas décrier à longueur de temps. Le système qui nous est présenté par le gouvernement est sans doute insuffisant et sans doute imparfait, mais c'est un début. On voit bien qu'on y va étape par étape. Et il faut le prendre sur le temps de vacances. Pascal a pris en première parole et puis Michel ensuite. Si ça vous gêne que le prenne sur le temps scolaire, on peut le prendre sur le temps des vacances et largement le temps de le mettre. Mais tout ça, c'est des modalités d'application. Mais c'est hyper important. Aujourd'hui, les parents ne jouent plus leur rôle. L'école se voit effectivement attribuer des missions qui ne sont plus les siennes, etc. C'est extrêmement important. Mais le côté obligatoire, mais ce côté obligatoire, pourquoi on a un tel problème dans ce pays avec ce qui est obligatoire? Un engagement obligatoire, c'est un véritable oxymore. Ça, c'est le premier truc que j'aurais à dire. Ensuite, sur les modalités... sur le fond, c'était pour ce moment. Non, ce moment, c'est n'importe quoi, les 12 jours avec 150... Mais si, il y en a besoin, mais un autre système, il y aura d'autres systèmes qui seraient proposés. Là, on a un caprice de Macron. C'est lui qui veut imposer seul, sans concertation, une fois de plus. Si. Et quand la ministre est interrogée à l'Assemblée nationale, elle répond de toute façon, c'est l'Élysée qui décide. Donc, mais peut-être que tu as raison. Et sur les modalités d'application, je vous renvoie, puisqu'on a publié une note interne sur ce que ça devrait être sur le site de Politis, et ça en accès libre. Vous y verrez notamment que les jeunes devront aller dans un département ou une région qui ne sont pas les leurs. Mais ça existait avant au service national. Mais on allait faire nos classes. D'accord. Enfin, je veux dire, et tu payais ton transport. Et tu payais ton transport. Attendez, il y a deux choses. J'aurais jamais connu les moches, sinon. Tu n'es que sur les modalités. Moi, je pense qu'il faut être capable, intellectuellement, de séparer la question des modalités avec laquelle on peut être d'accord, parce que ça a l'air d'être très impréparé. Et le débat de fond. Et le débat de fond. C'est-à-dire, le débat de fond, c'est est-ce que... La cohésion d'une nation. Exactement. Et la question que vous avez posée, c'est est-ce que ça passe par un minimum de contraintes? Oui, les obligations dans une société, c'est garant des libertés. Jacques termine. Jacques Miard, c'est vous qui concluez. C'est insupportable. Pourquoi pas? Jacques. Oui, l'obligation, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On n'est pas dans une société uniquement d'individualistes. Vous avez l'obligation de mettre votre ceinture de sécurité, on la met. Vous avez l'obligation de vous arrêter à un stop, on le respecte. Il y a un moment, effectivement, il y a des obligations dans une société. Voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce débat. Jacques Miard, François Calfon, Michel Soudet, Pascal Bataille, merci infiniment. Merci à vous. Belle journée. Jacques, bon salon de l'agriculture. Merci. Ouais, allez. Et sa côte de bœuf. Dans un instant, on va retrouver Gilles Gansman et on va parler Jean-Jacques avec notre invité média Michael Jones. On va parler du spectacle autour des chansons de Jean-Jacques Goldman. À tout de suite.